Nous accueillons le grand témoin de notre événement, c'est Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Monsieur Hetzel, vous avez été un des premiers, même le premier, avec qui nous avons échangé, sur la situation des infirmiers, et on vous en remercie vraiment. En préambule, en fait, de vos travaux, vous avez travaillé sur la dépense publique, notamment les dépenses en santé, et en préambule de vos travaux, et dans la commission d'enquête consacrée à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, vous insistez sur le fait que la transparence des dépenses découle un impératif de justice sociale et de pérennisation de notre système de protection sociale. Alors, sans attendre, je vais vous laisser la parole, mais en quoi pour vous cette transparence du financement et de la décision en santé est-elle déterminante pour garantir la pérennité de notre protection sociale à la française ? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous saluer toutes et tous, vous remercier évidemment l'Ordre national des infirmiers ainsi que l'Institut du droit de la santé et l'INSERM, puisque vous êtes co-organisateur de ce colloque d'aujourd'hui. Je crois que c'est important, vous posez les vraies questions. La question de la transparence, évidemment, elle est importante dans la mesure où lorsque l'on regarde aujourd'hui, et je vais y revenir dans quelques instants, il y a évidemment des sommes considérables qui sont consacrées annuellement au financement des comptes sociaux en général et de la santé en particulier. Et nous devons évidemment assurer la pérennité. Je suis de ceux qui souhaitent défendre notre modèle français parce que il a du sens. Il est aussi basé sur une histoire qui fait que nous avons un système de protection sociale qui fonctionne. Et pour qu'il fonctionne, évidemment, il doit aussi s'inscrire dans un véritable équilibre. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le regard que je vais porter, et vous allez voir, j'émets un certain nombre de critiques, c'est un regard que je porte depuis la commission des finances. Et d'ailleurs, vous faisiez référence à la commission d'enquête que j'ai eu la chance de présider concernant les fraudes aux prestations sociales. C'était aussi, en tant que commissaire aux finances, évidemment, que j'étais amené à porter un certain nombre de regards. Alors, de manière générale, nous avons évidemment d'importantes difficultés avec les comptes sociaux au Parlement en raison des sommes concernées. Et ce que nous avons vécu au cours des dernières années, mais aussi au cours des dernières semaines autour du projet de loi de finances pour 2022, est à mon sens assez révélateur d'une problématique de fond. En effet, ce qui nous a été présenté par le gouvernement ne répond pas à la situation réelle et en fait, on est dans une situation où ce qui est un peu problématique, c'est qu'il y a beaucoup de procrastination. On joue la montre et donc je crains que certains réveils soient difficiles. Par exemple, il nous a été annoncé un déficit qui serait en baisse de 13 milliards d'euros, alors que la Cour des comptes l'a établi, pour vous donner le chiffre, à 21,4 milliards d'euros pour 2022. Et notons au passage que cela vient après un solde négatif qui jusqu'alors n'avait jamais été atteint, puisqu'on est arrivé même à un solde négatif de 39,7 milliards d'euros en 2020 et encore une fois un solde négatif de 34,6 milliards pour 2021, alors pour l'ensemble des comptes sociaux. En somme, et c'est là-dessus que je voudrais insister, année après année, nous sommes confrontés à des déficits massifs et il devient très difficile d'avoir des débats objectivés parce qu'évidemment, cette baisse que je me permets de qualifier d'apparente s'explique non pas par des mesures de redressement, mais par des progressions de recettes dues au rebond, par exemple, de la masse salariale du secteur privé. Et tout ça me semble assez inquiétant, car avec d'autres collègues, aussi bien députés que sénateurs, nous avons insisté sur le fait que la règle de base devrait être de disposer d'un budget sincère. Et en fait, lorsque vous regardez les débats que nous avons pu avoir autour du budget, du budget 2022, nous insistions sur le fait qu'au moment où nous en débattions, il était déjà caduc, c'est-à-dire qu'avant même le vote, les données dont nous disposions étaient devenues caduques.
Et en fait, il faudra du courage pour remédier dans la durée aux faiblesses réelles du financement de notre système de santé. Et ce qui est le plus surprenant, c'est de constater que le gouvernement a, par exemple, a utilisé ce que j'appelle la méthode express pour débattre très largement au pas de charge, finalement un budget qui représente quand même 560 milliards d'euros, ce qui représente, et c'est ça qui évidemment aujourd'hui mérite d'être développé, il faut savoir que ce budget représente pas moins de 32% du PIB, et vous le savez, le PIB, c'est la richesse créée annuellement, évidemment, en France. Alors, là aussi, les causes, elles ne sont jamais traitées à la racine. Ainsi, les aménagements qui ont été proposés sont évidemment insuffisants pour résoudre la crise de l'hôpital, recentrer la médecine de ville et redresser les comptes. Et d'ailleurs, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais vous connaissez cette question. La pandémie que nous vivons et les tensions qui existent sur notre système de santé, évidemment, sont à remettre en perspective avec la pandémie, mais pas que, parce qu'il y a quelque chose de bien plus profond que cela. Alors, à titre d'illustration, sachez que le budget 2022, il intègre 2,7 milliards d'euros de financement supplémentaire par rapport à 2021 pour ce que l'on a appelé les revalorisations du Ségur de la santé. Alors, le Ségur de la santé, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, c'est pas ça le sujet. Ce que je dis, c'est que ce sont des mesures d'urgence qui, par voie de conséquence, ont été prises à un moment donné pour là aussi faire en sorte qu'on fasse baisser la tension. Et en fait, je pense pouvoir dire sans grand risque que les acteurs de la santé sont nombreux à déplorer notamment les ratés de la consultation. Alors, le gouvernement prétend restaurer l'attractivité de l'hôpital public. Or, aujourd'hui, les établissements sont confrontés à des départs de personnel et un taux d'absentéisme qui, d'ailleurs, est en hausse. Je pense que vous l'avez noté. Le ministre de la Santé, par exemple, est intervenu devant l'Assemblée nationale pour nous dire que le budget 2022 était un budget de sortie de crise. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde de près et lorsqu'on fait le tendanciel, en 2025, le déficit social pourrait encore atteindre plus de 13,3 milliards et donc contribuer à gonfler la dette. Un autre exemple, la proposition gouvernementale d'aménager par un amendement, et ça s'est fait nuitamment, pour l'année 2022, la procédure d'alerte en cas de risque de dépassement de l'ONDAM. Tout cela est, à mon sens, révélateur et sonne un peu comme un aveu créant finalement le permis de faire de la dette. Et c'est là où le bas blesse, c'est que je pense que la santé mérite mieux que d'être dans une logique où, comment dire, on serait simplement en train de dire, finalement, pour traiter les questions de santé, il faut faire de la dette. Je pense que il faut raisonner autrement. Et d'ailleurs, le mot que je vais employer est peut-être un peu dur, mais conforme à ce que je pense, c'est assez scandaleux de procéder de la sorte parce qu'on ne traite pas le problème au fond. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que le gouvernement a osé nous dire que les conditions n'étaient pas réunies pour que nous puissions, pour 2022, mettre en place des mesures structurelles. Donc, d'une certaine manière, si je l'exprime autrement, ça veut dire le débat ne doit pas avoir lieu. Et en fait, c'est quand même révélateur parce que nous avons un certain nombre de sujets structurels, il faut être en mesure de les aborder et nous ne pouvons pas, continuer sans cesse à raisonner simplement sur l'immédiat. D'ailleurs, d'une certaine manière, affirmer cela, c'est aussi un peu un aveu qui a été fait d'ailleurs par le ministre des Comptes publics, puisque en fait, on renvoie aux calendes grecques les réformes structurelles qui pourtant sont cruciales. Et donc, cette fuite en avant n'est pas souhaitable. Et pour donner encore une autre illustration, les transferts de dette à la CADES votés donc, en août 2020 ne seront, hélas, pas suffisants pour éponger le déficit 2023. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, puisque 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 3 exercices budgétaires sans véritable amélioration concrète.
Et on le voit bien, on a aujourd'hui une difficulté qui arrive assez souvent, qui est souvent mentionnée, c'est celle du financement de cette fameuse cinquième branche, dite branche autonomie. Là aussi, on a traité cette question avec, permettez-moi là aussi d'utiliser cette expression, simplement de la tuyauterie financière, et finalement la loi grand âge et autonomie, elle est complètement passée aux oubliettes. L'intitulé du plan Ma Santé 2022, qui a été annoncé comme la réforme du siècle, était là aussi assez mal choisi, puisque dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022, nous n'en percevons aucun effet. Sinon des conflits d'ailleurs ouverts, par exemple, en raison du manque de concertation avec un certain nombre de professionnels de santé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à peine avions-nous voté donc il y a quelques semaines, le projet de loi de finances pour 2022, se posait la question de la pertinence du montant de la provision inscrite pour faire face à une reprise épidémique. Et donc, suffira-t-elle à financer la généralisation de la troisième dose? Suffira-t-elle à l'adaptation des mesures destinées à freiner la cinquième vague? Enfin, c'était des questions qu'on se posait. Et je terminerai simplement en disant, la CADES, dont j'ai parlé il y a quelques instants, elle avait été initialement conçue pour être une structure ad hoc transitoire. Et il ne lui appartient évidemment pas de prendre en charge la dette hospitalière. Et donc, au-delà de la gravité du plongeon des comptes sociaux, ce qui est en cause, c'est la soutenabilité de la dette sociale et la survie de la sécurité sociale et par voie de conséquence de notre modèle social. Et vous l'aurez compris, pour moi, ce qui aujourd'hui est en cause, c'est le financement, c'est les modalités de financement de la santé. Et si vous me permettez cette expression, et j'en terminerai par là, c'est le financement de la santé qui aujourd'hui est malade. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre intervention. Alors, j'ai une question qui nous vient du chat en ligne. Demain, quelle réforme prioritaire à mettre en place pour résoudre ces problèmes ? En fait, la réforme prioritaire, enfin, vous l'évoquiez vous-même, elle était dans la question que vous posiez. Il faut à un moment donné aller vers, entre guillemets, une vérité des prix, c'est-à-dire avoir une vraie transparence en indiquant évidemment quels sont les financements disponibles et avoir un échange, j'allais dire, objectivé autour de ces questions de financement. Je pense que c'est déjà cela. Et donc, ça veut dire le préalable à tout, c'est de sortir d'une logique des postures et de la communication. Parce qu'évidemment, c'est ça qui aujourd'hui est assez dommageable, parce que évidemment, on s'aperçoit qu'en permanence, nous passons du temps à constater des écarts entre ce que nous votons et ce qui va véritablement être mis en place. Donc, ça revient à cette question centrale de la transparence des comptes sociaux en général et ceux évidemment de la sécurité sociale en particulier. Merci infiniment, monsieur le député. Merci pour votre intervention et en tant que grand témoin. Et nous vous remercions aussi parce que, encore une fois, vous avez été le premier à nous recevoir en pleine crise pour échanger sur le rôle infirmier. Donc, merci pour tout, infiniment. Merci à vous et merci à l'action que vous menez. Et encore bravo pour ce colloque extrêmement stimulant. Merci.